Alors oui, dans l'ensemble, on a plutôt un bon épisode avec cet avant-dernier volet de la mini-série Obi-Wan Kenobi. Je conserve toutefois quelques réserves sur des facilités scénaristiques et des choix de réalisation. Je vous rappelle qu'on va foncer vers les spoilers en mode hyperdrive, donc attachez vos ceintures ou accrochez-vous au plafond, selon vos préférences. Cet épisode 5 est un duel tactique entre Obi-Wan et Anakin, chacun s'appuyant sur ses souvenirs et sa connaissance de l'autre pour prendre l'avantage. On peut déjà souligner la limpidité et la qualité d'une idée aussi simple qu'élégante. L'agressivité et la rage de vaincre d'Anakin contre la subtilité et la ruse d'Obi-Wan. Dans le fameux flashback, il semble qu'Hayden Christensen n'a pas été rajeuni malgré un retour de 20 ans en arrière, en 2002, date de l'attaque des clones, un choix qui peut se défendre, même si cela peut sortir le spectateur de la scène pour quelques secondes. En termes de réalisation, je suis partagé sur cet épisode. Les plans de Vader notamment, à bord de son Super Destroyer, sont plutôt, voire carrément réussis. En revanche, je dirais que les décors au sein de la base étaient passables, mais ce qui m'a souvent gêné, c'est l'approche shaky cam ou caméra à l'épaule, y compris sur des gros plans, par exemple sur le visage de Reva lorsqu'elle est à l'extérieur face à la porte. Autant cela ne m'avait pas dérangé dans les épisodes 1 et 2 pour des poursuites chaotiques, mais ici, ce choix n'a pour moi aucun sens. Un plan fixe tout simple permettait de nettement mieux saisir les scènes et de se concentrer sur le jeu des acteurs. De ce point de vue, je suis un peu déçu car j'attendais mieux de la part de Deborah Chow en termes de réalisation. Un propos à nuancer toutefois avec des scènes très correctes aussi, du moins dans leur phase de storyboarding, notamment le parallèle entre Reva enfant et adulte qui refait face à la mort incarnée en la personne d'Anakin. Comme on pouvait le craindre dans l'épisode 4, la petite cellule de proto-résistance a donc la stupidité de revenir à Jabim directement plutôt que de déposer Leia sur Alderaan. On a certes une explication un petit peu faible sur le fait que les réfugiés n'ont pas le temps car leur fenêtre de départ est limitée, admettons. Dans l'attaque de la base, on a encore des choix judicieux et d'autres qui sont un peu maladroits. Pour commencer par ce qui fâche, voir encore et toujours un bataillon entier de Stormtroopers qui n'a qu'à tirer en ligne droite sur des cibles à moins de 10 mètres et ne voir que 3 personnes se faire toucher, c'est quand même totalement n'importe quoi, on va pas se mentir. Alors oui, je sais bien, on a Obi-Wan qui détourne des tirs et concentre un peu du feu adverse sur lui grâce à son sabre, on a un gars dans un coin avec un bouclier, mais bon, encore une fois, une fusillade en face à face de ce type devrait aboutir à un véritable carnage, ce qui implique qu'on a un souci de mise en scène. Dans un autre genre, ça me rappelle ce moment dans The Book of Boba Fett où un droïde tank tirait sur un mur en torchis pendant 10 minutes sans le faire exploser. Ce qui fonctionne toujours, avec moi du moins, et même si on peut toujours aussi y voir de la facilité éventuellement, ce sont les scènes de sacrifice héroïque, et celui de Tala n'échappe pas à la règle. Et ce sacrifice est d'autant plus fort qu'il est justement précédé par celui de son droïde. Il y a toujours quelque chose de fondamentalement émouvant dans la loyauté sans faille d'un droïde pour protéger son ou ses humains. Tala est un personnage totalement essentiel de cette mini-série, puisqu'elle offre à Obi-Wan un parfait exemple d'action bénéfique après avoir commis de terribles erreurs. Ancienne officier de l'Empire ayant participé indirectement à des massacres, elle décide pourtant d'agir pour empêcher de nouveaux drames plutôt que de se refermer sur sa culpabilité. Une leçon qui vient toucher Obi-Wan droit au cœur. Dans l'ensemble, un épisode plutôt réussi donc, avec des bonnes intentions, mais qui pourrait être plus fort encore avec une bande-son plus impactante. Contrairement à The Mandalorian par exemple, on n'a aucun thème original qui reste en tête, alors même que la série s'entête à ne pas utiliser les indépassables classiques de John Williams, ou tout du moins pas d'une façon qui a pu retenir mon attention. Avant d'en venir au grand plaisir de voir Darth Vader en action, je dois quand même souligner aussi un point qui commence à vraiment me poser problème. Ah attendez, juste un instant, on vient juste de me transpercer le corps au sabre laser, je reviens dans un instant. Alors oui, bon, vous allez me dire que je n'ai pas l'estomac pour encaisser ce que les Pohan, comme le Grand Inquisiteur, ont en double. Non mais quand même, la petite scène du « Haha, on savait que tu étais une traîtresse, mais on t'a utilisé parce qu'on est des méchants. Hahaha » Ça avait un petit côté ridicule, savoureux, ou savoureux ridicule, je sais pas, que tout le monde n'appréciera sans doute pas de la même manière.
Alors certes, le côté obscur, la haine et la soif de vengeance permettent de se raccrocher à la vie, on l'a déjà vu, mais ça devient franchement une manie de ne pas tuer pour de bon les gens vaincus lors d'un duel au sabre laser. Et cette idée de laisser Reva dans son fameux caniveau me semble quand même un petit peu conne, si vous me passez l'expression. C'est typique de l'orgueil mal placé des méchants, mais c'est un peu gros, tout comme le fait de ne même pas rechercher sur place des indices éventuels qui tombent donc directement entre les mains de la troisième sœur. On peut aussi se demander à quel point il est logique que Leia se révèle la meilleure électromécanicienne de toute la base de Jabim, ou que le lieu de réparation soit de toute façon inaccessible, sans parler de l'absence de droïdes qui seraient capables de faire un tel boulot pour débloquer une porte. On a déjà vu ça, je crois, dans Star Wars. Alors je suppose que R2-D2 est vraiment le meilleur droïde de la galaxie. R2. On peut sans doute se consoler un petit peu avec cette confiance mutuelle qui s'installe entre la petite Leia et Obi-Wan, et qui se révèle certes touchante, même si on use jusqu'à la corde ce procédé du Lone Wolf and Cub qu'on avait déjà complètement au centre de The Mandalorian. Et je suppose que nous verrons bien quel souvenir Leia gardera véritablement de tout ça, ou s'il faudra en passer par un oubli forcé pour ne prendre aucun risque. Dans ce qui fait essentiellement plaisir, on a bien sûr l'entrée en action de Darth Vader himself, et quand c'est bien fait, c'est difficile de se rater. À un moment, vous l'aurez sans doute noté, remarqué, on le voit avec 2 sabres, mais il ne les utilise pas, on peut sans doute y voir un petit clin d'œil au finish contre le comte Dooku. Ce qui ressort parfaitement du face-à-face entre Vader et Reva, c'est l'idée qu'il est tellement plus puissant qu'elle qu'il n'est jamais en danger. Malgré tous les efforts de l'Inquisitrice et sa détermination, il joue avec elle au travers de la Force notamment. Une Force qu'il déploie de belle manière pour retenir le vaisseau de transport. Alors de ce point de vue, la victoire de la ruse sur la puissance brute est plutôt bien amenée avec cette feinte du second vaisseau qui ne décolle pas immédiatement. On y retrouve le rappel à la leçon que donne Obi-Wan durant leur duel et cet écho évidemment qui souligne qu'Anakin reste le Padawan et Obi-Wan son maître, écho à la fameuse phrase de l'épisode 4 sur laquelle trop de monde revient pour dire que la série la contredit. Cet aspect-là ne me gêne pas du tout personnellement, d'autant que le dialogue ne permet absolument pas d'aboutir à la certitude que les 2 hommes ne se sont jamais recroisés depuis Mustafar. Et quoi qu'il en soit, une rencontre entre les 2 personnages dans une telle mini-série était inévitable dès la présence de Vader confirmée, ça me semble assez logique. Le coup du vaisseau leurre, donc pourquoi pas, d'autant qu'on voit à plusieurs reprises qu'il y a bien 2 vaisseaux dans ce hangar. En revanche, petit détail qui me chiffonne, c'est que tous les réfugiés attendent le déblocage du plafond avant de s'installer dans le vaisseau, comme s'ils avaient vraiment le temps. La révélation autour de Reva n'a rien d'une grande surprise, donc j'évoquais les possibilités d'une survivante et d'un souhait de vengeance dans les 2 premières vidéos, si je ne me trompe pas. Ce qui fonctionne bien, c'est le parallèle avec le massacre des jeunes Padawan et la tragédie d'un cauchemar qui se répète pour Reva. Reva qui comprend donc sans doute l'importance des enfants. Toute la question maintenant réside en ce qu'elle décidera de faire au sujet de Luke, et de mon point de vue, on file droit vers une forme de rédemption pour elle, justement en protégeant de sa vie, sans doute, le secret de l'origine de Luke. Pour le dernier épisode, je suppose qu'on aura un nouvel affrontement entre Obi-Wan et Anakin, même si un contre-pied n'est jamais totalement à exclure. Je me demande si la 3e sœur va affronter le 5e frère ou le grand inquisiteur et périr pour de bon. Interrogation aussi et enfin sur Qui-Gon Jinn, dont la voix pourrait surgir dans ce dernier épisode pour apporter ce qui manque peut-être encore à Obi-Wan pour véritablement boucler la boucle et l'amener vers celui qu'on découvrait pour la première fois dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Alors de ce point de vue, ce qui me semble relativement certain, c'est qu'il ne va pas lui confier le secret d'une ancienne crème Jedi anti-âge. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 17 juin à 20h30 sur Twitch pour la prochaine partie de jeu de rôle dans le monde du Seigneur des Anneaux. En plus, c'est une nouvelle aventure avec les mêmes personnages, mais donc si vous n'avez pas regardé les précédents épisodes, vous pourrez y plonger directement. Donc ce vendredi 17 juin sur Twitch, avec le lien de la chaîne, bien sûr disponible en description de la vidéo. Je vous dis rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!